Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue dans ce webinaire où nous invitons, où WH Self Invest invite Bernard Prat-Desclos pour un webinaire qui est maintenant un webinaire à fréquence mensuelle dans lequel effectivement on fait un petit peu le point sur les marchés et où vous pouvez bien évidemment être actif, poser vos questions. Donc, sans plus tarder, alors pour la petite chose, je suis Monsieur Weissrock, représentant la société WH Self Invest en France. Et Bernard va, lui, de son côté, se présenter en quelques instants et poursuivre dans le webinaire. Pour ma part, je serai bien sûr à l'écoute et disponible s'il y a des questions qui font appel à des points qu'il faudrait préciser de par WH Self Invest. Voilà, à toi Bernard. Merci Alain, donc bonsoir ou donc bonjour à toutes et tous. Alors on va continuer effectivement cette série de webinaires, donc désormais mensuels. Aujourd'hui avec un programme spécifique sur lequel je vais essayer de vous proposer des éléments clairs, j'espère, surtout pour améliorer votre trading. N'hésitez surtout pas, c'est ce qui m'intéresse, à poser toutes les questions que vous voulez. Il n'y a vraiment aucune question stupide ou aucune question sur laquelle il faut hésiter, lorsqu'on doute, lorsqu'on hésite, lorsqu'on ne sait pas, poser la question, puis après, voilà. Je pense que c'est du débat que naissent les vérités, ce n'est pas en se renfrognant dans son coin que l'on avance. Donc, posez toutes les questions que vous voulez. La thématique du jour, la gestion du risque. Alors, j'espère que ce n'est pas une thématique qui va vous faire fuir. Et je vais élargir cette thématique gestion du risque à tous les éléments constitutifs, justement, autour de cette gestion. Donc, ne fuyez pas, ne fuyez pas. Et honnêtement, si vous n'en avez pas encore tout à fait conscience, je peux vous assurer qu'un des éléments constitutifs, justement, ou un élément clé de la réussite sur les marchés, c'est vraiment la gestion du risque. Lorsque j'étais trader professionnel, lorsque j'étais gérant professionnel, vraiment, je regardais vraiment la gestion du risque des traders que je recrutais. Et à la moindre faille, je peux vous assurer que je ne les recrutais pas. Voilà. Donc, c'est un élément clé. Donc, on va essayer d'en discuter. Je vais vous proposer des axes de réflexion et j'espère que vous participerez suffisamment pour me piéger, pour m'interroger, pour me faire réfléchir. Enfin, bref, sur tout ce que vous voulez. Allez, très vite, qui je suis. Donc, ça fait près de 30 ans maintenant que je suis sur les marchés. Après des études supérieures, d'abord trader pour compte propre, donc comme beaucoup peut-être d'entre vous. Puis ensuite, j'ai été recruté dans un premier hedge fund. Puis j'ai quitté pour être directeur de notre hedge fund et j'ai fait ça durant une grosse dizaine d'années, donc du trading professionnel à Genève, voilà, dans tout ce qu'on aime. C'est une expérience formidable. J'ai quitté parce que j'en avais fait le tour, parce que j'avais suffisamment de quoi vivre, très très largement. Et je suis rentré pour faire que du trading, pour voyager, etc. Je me suis très très vite fait peur quand même, en me disant tu vas devenir con ou encore plus con peut-être que ce que tu étais si tu restes enfermé, collé le nez sur tes écrans, donc fais autre chose. Donc j'ai créé modestement une petite fintech eWinvest qui a obtenu un certain nombre de labels, de prix, etc. Donc ça, c'est ce qui m'a plu. Et avec l'idée d'accompagner en apportant vraiment des thématiques et une approche vraiment différente pour former les traders et pour former les professionnels, notamment un certain nombre de gérants de fonds qui ne parlent et qui ne jurent que par l'analyse fondamentale. Voilà. Je suis auteur de 2 ouvrages, Trading Contrat Futur et Stratégie de marché. Voilà pour la présentation, un petit peu longue. Et on y va de suite pour le webinaire. Alors, le fric, c'est chic, effectivement. Je pense que si vous venez sur les marchés, si vous venez en bourse, c'est pas pour. Peut-être que c'est pour le plaisir. J'espère que c'est pour le plaisir. Mais c'est aussi quand même pour le fric, évidemment. C'est pour faire des gains. Alors, selon votre profil, selon qui vous êtes. Donc, si vous voulez me dire très rapidement pour ceux qui sont là, c'est quoi votre profil? Plutôt investisseur, plutôt trader, plutôt débutant, plutôt moyen? Enfin, voilà. Je suis preneur puisque moi, ça m'aide à orienter le webinaire.
Mais ce qui est certain, c'est qu'on va voir tout un tas de constats et de cruelles vérités sur la gestion du risque. On va parler de la gestion des risques, parce que la gestion du risque, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Voilà, donc on va voir toutes les gestions des risques. On va voir comment est-ce qu'on gère son risque et un certain nombre de risques. On va voir comment est-ce qu'on se fixe des objectifs en fonction justement du risque que l'on s'accorde. Et enfin, je parlerai d'un de mes dada qui est l'escroquerie intellectuelle du risk-reward. Donc, on verra que le risk-reward, ce n'est pas tout, et que souvent, ce que l'on nous raconte ou ce que l'on vous raconte n'est peut-être pas la vérité du trading réel tel que la pratiquent les traders professionnels. Allez, nous y allons tout de suite avec les constats, les vérités sur le risque. Le premier constat, c'est que la bourse doit rimer avec la performance ou devrait rimer avec la performance. Et généralement, c'est pour ça que l'on vient en bourse. Hein. C'est évidemment pas pour perdre. Mais soyons clairs, il n'y a pas de. Alors, c'est bien effectivement de faire ce webinaire en juillet. Peut-être que si j'avais fait ce webinaire en décembre 2021, la plupart ou certains me diraient ben non, la bourse c'est très simple. Ça fait 3 ans, 10 ans que j'achète chaque fois que ça baisse. Je moyenne, je rachète et ça remonte. Donc c'est très très simple. La bourse c'est simple. Les efforts ne servent à rien et je suis très très bon. Et en fait, là, il y en a beaucoup en ce moment qui sautent. Merci à ceux qui me disent ce qu'ils font. Ça m'aide beaucoup. Il y en a beaucoup qui en ce moment sautent ou sont en train de sauter parce qu'on leur a dit chaque fois que ça baisse, vous moyennez, puisqu'il n'y a pas aucun risque, etc. Et là, on voit que peut-être le marché est en train de changer après 10, 15 ans de soutien des banques centrales. Et donc, la performance avec la bourse, ça ne peut rimer qu'avec la gestion du risque et avec les efforts pour comprendre ce qui se joue. Gestion du risque, très typiquement, j'en reviens, voilà, il y en a beaucoup qui expliquent depuis 6 mois que chaque fois que ça baisse de 5% ou de 10%, il faut moyenner. Ben, si vous l'avez fait, certains ont sauté. Ceux qui l'ont fait sur les cryptos ont sauté. J'ai des jeunes qui avaient bien réussi sur les cryptos. Je les avais avertis qu'on avait des signaux baissiers depuis plusieurs mois, notamment lorsque le Bitcoin était au-delà des 50 000. On avait fait des analyses de très baissières qui l'amenaient autour des 12 000. Donc une chute assez vertigineuse. Ils n'ont jamais voulu me croire. Non seulement ils avaient gagné, mais ils en ont remis, remis. Et aujourd'hui, j'en connais qui ont sauté. Voilà. Donc, gérer le risque est clé. Voilà. Et donc, il faut être performant. Et donc, ça veut dire que l'on ne joue pas en bourse. Si l'on vient en bourse avec l'esprit de jouer, et si l'on rentre sur une période, effectivement, vous rentrez en mars 2009 et vous en sortez en décembre 2021, parce que pour X raisons, je ne sais pas, parce que vous arrêtez, bon, mais génial. Mais si vous êtes rentré en novembre 2021, mieux valait très très vite apprendre. Donc, c'est un domaine de performance et le hasard ne devrait jamais intervenir, ou alors il faut avoir conscience que parfois on peut gagner grâce au hasard, tout simplement. Ensuite, il y a autre chose, cette asymétrie de pensée entre grid et donc grid, c'est la cupidité, hein, c'est la cupidité normale, naturelle, on vient en bourse pour faire des gains, et fear, donc la peur, l'English, dans mon excellent anglais évidemment, la peur, la peur de gagner, la peur de perdre, la peur parce qu'on touche à l'argent. Voilà. Bon. Et la symétrie est extrêmement claire. On vient sur les marchés pour gagner. Et donc, on occulte généralement la notion de risque, puisque si l'on franchit le pas et qu'on vient en bourse, à un moment ou à un autre, qu'on le veuille ou pas, on veut maîtriser le sujet. Et si on a chevillé au corps la notion de peur, évidemment, ça va être très compliqué d'être en gain. Bon. Donc, tout à fait normal d'être attiré par les gains,
Mais lorsque les pertes vont survenir, et normalement les pertes surviennent tôt ou tard, on a du mal à les gérer puisqu'on n'est pas venu pour ça. Normalement, on en avait conscience, on le savait, sauf encore une fois, si on est rentré l'an dernier parce qu'on avait le voisin, le copain, la copine, je ne sais quoi, qui faisait du fric, qu'on en avait marre de ne pas en faire et donc on est venu sans réfléchir au sujet, mais si on est venu en réfléchissant au sujet, normalement, on en a conscience. Mais pourtant, lorsqu'on est confronté réellement aux pertes et que les pertes éventuellement se creusent, c'est là qu'on va se rendre compte que nos émotions peuvent devenir des problèmes. On va aussi se rendre compte que les pertes vont être la conséquence directe du risque que l'on engage. Ça, c'est tout à fait normal. Jusque-là, rien de surprenant. Mais le risque que l'on engage est, lui, totalement lié à la performance que l'on souhaite. Normalement, si vous souhaitez faire du 5 à 10% une année, vous n'allez pas prendre 5 à 10% de risque sur chaque opération, normalement, j'espère. Bon, si vous souhaitez faire du 100% à l'année, normalement, votre risque par opération sera plus élevé, sera 1, 2, 3%, je ne sais pas, on verra. Bon, en fonction d'un certain nombre de choses. Mais donc, la performance que l'on souhaite va nous obliger à mettre un risque. Mais ce risque, ça veut dire aussi que ça va plus ou moins nous oppresser, plus ou moins nous mettre de la pression. Et là aussi, normalement, on est attiré par les pourcentages de gains, les pourcentages de pertes vont être tout à fait liés. Donc, plus je veux gagner, plus j'ai un fort appétit au gain, et plus il faut que je sois à même d'avoir une forte résilience aux pertes. Généralement, ce n'est pas le cas. Parce que généralement, c'est gros appétit au gain, gros ego, donc si je perds, ça ne me va pas. Donc si ça ne me va pas, je triche. Je triche comment? Je moyenne, j'oublie des stops, enfin bref, tout un tas de choses et évidemment qu'il ne faut jamais faire. Donc, attention vraiment à cette asymétrie. Je ne veux pas jouer les rabat-joie, je ne veux pas vous effrayer, juste de simples mises en garde, des avertissements. Bon, et la suite, c'est évidemment le levier. Puisque je veux gagner, plus ou moins, je vais pouvoir utiliser du levier. La plupart des produits qu'on utilise sur les marchés financiers, que ce soit les actions, les contrats futurs, les CFD, les produits comme les varants, etc., les options, et bref, nous offrent des effets de levier. Ça veut dire que j'investis 100, que j'ai 100, je pose 100 et je peux investir 200, 300 jusqu'à 1000, etc. Bref. Donc évidemment, plus je vais utiliser de levier, plus je vais gagner potentiellement. Mais là, on en revient à notre asymétrie. Plus je peux gagner potentiellement, plus je prends un gros risque. Et là, c'est là où souvent il y a un gros souci. Gros souci, parce que ça veut dire que si j'utilise du levier, ça veut dire que je suis suffisamment sûr de moi lorsque je clique. Suffisamment sûr de moi pour croire que je vais gagner cette opération. Alors pourquoi est-ce que je me contenterai de mettre un levier de 1, j'ai 100, j'investis 100, alors que je pourrais investir 500, puisque mon gentil courtier me le propose. Et pourquoi est-ce que, puisque je peux mettre 500, pourquoi je ne mettrai pas 1000? Et vous avez compris la suite, puisque je peux mettre 1000, pourquoi je ne mettrai pas 1500 ou 2000 ou 3000? Voilà. Pourquoi? Ben, en fait, ça c'est très important pour moi. Et c'est une de mes marottes vraiment qui est l'obligation de penser toujours en termes de série, en termes de série de trades et jamais en trade unique. Je ne pense jamais en trade unique, je pense en série de trades. Parce que je travaille une stratégie, je me moque en fait du résultat du trade que j'ouvre, car le résultat du trade que j'ouvre, je ne le connais jamais à l'avance. C'est vraiment ma petite expérience de plusieurs dizaines de milliers de trades qui me le fait dire. J'ai connu des magnifiques configurations, des trucs où vraiment, en dépit de tout ce que je vous dis là,
je me disais à l'instant où je cliquais, j'avais les yeux qui brillaient, vous savez, là, comme dans les films avec le jackpot qui tourne en me disant waouh. Et au final, peut-être 3 minutes après, j'étais exécuté en stop. Donc, la plus belle des configurations, c'est juste ton expérience, elle peut échouer. Donc, en tant que trader, la seule chose que je connais, la seule chose que je sais, c'est que je gère mon risque. Lorsque je clique, je ne sais plus. Je connais toute mon étude, je sais si j'ai respecté mes règles pour entrer, et le reste, c'est le marché qui va le. Donc, si j'utilise du levier, parce que je crois à l'instant T que je vais gagner, c'est une erreur. C'est une erreur. Après, il y a des moyens d'utiliser du levier, il y a des moments d'utiliser du levier. On est bien d'accord, c'est un autre sujet. Mais mettre du levier à un instant donné parce que je crois que je vais remporter le trade, si vous voulez, c'est une erreur sûre et certaine. D'ailleurs, pour ceux qui doutent, je vais aussi être clair pour quand même avoir connu dans ma vie tout un tas de traders qui sont passés, qui ont fait croire, qui ont échoué, mais la plupart voulaient justement maîtriser le trade qu'ils ouvraient, refuser l'état d'esprit de se dire qu'on trade des séries de trades, on trade, si vous voulez, des séries de configurations ou de stratégies que l'on maîtrise, mais à l'instant T, le trade numéro tant, celui-là, on ne le maîtrise jamais. Si je continue sur l'état émotionnel qui va être juge de nos actions, aussi c'est quoi? Le levier, donc, c'est toujours autour de la gestion du risque, c'est-à-dire que plus je vais mettre de levier, plus je vais risquer, plus en fait je risque de commettre une erreur, de faire des bêtises, si vous voulez. Pourquoi? C'est tout simple. Plus je pose de l'argent sur la table et plus mes émotions sont exacerbées, que vous le vouliez ou pas. Donc ce n'est pas pour rien hein, que la plupart, je dirais même la totalité des traders qui débutent et des traders qui vont faire du trading en mode démo, ils sont en gain, ils gagnent. J'en connais qui venaient me voir et qui m'expliquaient je ne comprends pas à quoi sert de faire une formation sur le trading. Pourquoi moi ça fait quelques semaines que je trade en démo. Déjà, je maîtrise bien le sujet. Je gagne X% donc tous les mois. Donc, je vais en vivre, etc. Et ça, là aussi, on voit bien qu'il y a un problème. C'est-à-dire que lorsqu'on est en démo, donc lorsqu'on ne pose pas l'argent sur la table, donc lorsqu'on ne prend pas de risque, le trading est relativement simple. Donc, plus on va augmenter la taille, de ce que l'on risque sur chaque opération, plus on va se mettre en péril parce que plus on exacerbe nos émotions et donc plus on est en risque d'être moins lucide sur ce que l'on fait. Peut-être que je vais rentrer plus tard, je vais rentrer plus mal, je vais vouloir sortir plus tôt. Dès que j'ai un tic en face de moi, je commence à stresser, etc. etc. Donc là, l'état émotionnel avec le risque, c'est très important, car cet état émotionnel va nous permettre de juger si la taille de position que l'on tient est la bonne ou pas. Et ça, souvent, on me demande, tu mets quoi comme taille de position? Je ne sais pas, alors je ne veux pas vous énerver. J'ai un compte, si vous avez par exemple un compte de 10 000 euros ou de 100 000 euros ou 1 million d'euros ou 500 euros, donc tu me conseilles quoi comme tu me conseilles quoi comme tu me conseilles quoi comme merci pour le commentaire Jean-Claude, j'imagine, ou Jean-Christophe, je ne sais pas. Merci beaucoup. Est-ce que c'est mieux là? Parce que du coup,
je parlais, j'ai lancé sur. Vous voyez pas. OK. Là, je pense que c'est bon. Donc, souvent, on me demande ça, Jean-Christophe de Toulouse. On n'est pas loin. Et donc, on me demande ça et je dis, ben, c'est difficile de proposer un pourcentage en fonction de la taille que vous avez, parce que ça va être aussi en fonction de l'aversion au risque que vous avez, de votre capacité à supporter la pression, de l'objectif que vous avez à la fin de l'année. Voilà toutes les questions que l'on doit se poser sur la gestion du risque. C'est pour ça que c'est le genre de questions ou de réponses, si vous voulez, lorsque je lis ou lorsque j'entends il faut risquer 1% ou 0,5% ou 0,25% ou 3% sur un trade ou sur une journée, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça va dépendre de qui vous êtes, ça va dépendre du capital que vous avez mis sur le compte de trading. On pourrait même y ajouter, ça va aussi dépendre de la taille du compte par rapport à votre cash à la banque. Si vous posez 20 000 sur le compte de trading, mais que si vous les perdez, vous pouvez les remettre 2, 3, 4, 5 fois, ce n'est pas la même chose que celui qui met 20 000 et qui n'a que 20 000 euros. Vous voyez bien que la notion de risque n'a absolument rien à voir. Et ça va bien évidemment aussi dépendre de savoir si vous voulez faire 10% de gain, 5% de gain, 50%, 100%, 300%, je ne sais. Bref, tout ça, donc à ce moment-là, on peut réfléchir à le pourcentage qu'il faut mettre. Voilà. Mais un pourcentage qu'on peut lire, il faut mettre 1% ou 0,5% ou 2% sur un trade, excusez-moi, c'est idiot. Donc, ensuite, avec Vecteur, je ne sais pas pourquoi je pas joli ça. Donc là. Donc, en trading, on pourrait faire aussi comme ça quand même. Ah, il ne veut pas me le prendre. Ah si, bien fait. Voilà. Donc, pourquoi il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus en trading? Ben, pour toutes les raisons, ou entre autres pour les raisons que je viens de vous citer, c'est-à-dire que beaucoup ne vont pas avoir une notion claire de ce qu'est le risque. Encore une fois, je dis bien, on lit des choses sur le risque, 1%, 0,5%, 2%, etc. On va utiliser de lui, ça ne veut rien dire. Il faut avoir une notion complète de ce qu'est le risque. Et enfin, bien évidemment, là aussi, on parle souvent du mental, que le problème, ce ne serait pas la gestion du risque, que le problème, ça serait le mental. Alors oui, c'est vrai que le mental peut jouer. Moi, je considère quand même que si on a une méthode efficace, si on a une méthode que l'on a travaillée, si on a une méthode où l'on a réfléchi à tous les aspects, le mental, il n'y a pas de raison d'être indiscipliné. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de GTS, etc. Enfin, juste, je vous le montre juste après ça très vite, mais l'idée, c'est que c'est à vous de vous construire votre propre méthodologie. Et si vous la construisez, non pas en ayant uniquement l'obsession de la stratégie de l'entrée, mais en ayant l'obsession de la stratégie de l'entrée, de la gestion du risque, du levier que je pose, de l'exposition que je mets et de comment est-ce que je vais faire pour répéter ça dans le temps, autrement dit, de ne pas avoir des critères de décision, ce coup-ci j'y vais, ce coup-ci j'y vais pas, trop compliqué. Bon, ça, je vous l'ai fait sur les webinaires précédents. Donc, avoir une méthode qui nous encadre et qui nous aide, ben, à ce moment-là, effectivement, le mental n'a pas de raison d'être défaillant. Donc, la gestion du risque peut devenir l'alpha et l'oméga de votre réussite. Donc, très vite, GTAS, c'est quoi? Vous la retrouvez désormais sur Nano depuis maintenant un certain nombre de mois. L'idée de la méthode, c'est de nous encadrer. Et très vite, lorsque tout est vert, je vais rechercher des achats.
j'ai des outils, des stratégies qui vont me dire quand je peux rentrer, quand il ne faut surtout pas que je rentre, et surtout ne jamais me mettre à l'envers du marché. Il est prouvé, il est démontré que lorsqu'on évite de se mettre à l'envers du marché, déjà l'on gagne beaucoup. Et il est ensuite prouvé, démontré, j'avais explicité une étude sur le sujet, que moins on trade et plus on a de probabilité d'être en gain, et que les traders qui gagnent sont ceux qui tradent au final moins que les autres. Donc c'est aussi l'idée, c'est de filtrer les trades, et typiquement l'écran que vous avez là, lorsque tout est vert, je recherche plutôt des achats, et les shorts, les ventes ne sont pas autorisées. Et de la même manière, lorsque tout est rouge, lorsque tous mes indicateurs sont rouges, vous voyez, en bas, il y a des indicateurs extrêmement simples à suivre, les si long terme, le moyen terme, le court terme, etc. Lorsque tout est rouge, je ne peux rechercher que des shorts. À aucun moment, je peux vendre, je peux être à l'achat. Là aussi, ça évite un des défauts enfin, beaucoup de défauts qu'ont ceux qui perdent, c'est-à-dire qu'ils se mettent en face. C'est souvent une erreur très, très grave. Voilà. Et l'autre élément qu'il vous faut construire, hein, là, je vous montre la matrice avec la méthode GTS, mais l'idée, c'est vous devez vous créer une méthodologie avec les indicateurs que vous utilisez vous, hein, voilà, et vous dire simplement, lorsque c'est comme ça, j'achète ou je peux acheter, lorsque c'est comme ça, je ne peux pas faire ça, lorsque c'est comme ça, je peux faire ça, et je peux le faire, et là on peut y introduire en plus une notion d'exposition, de levier, de risque, en fonction du cadre que j'ai sous les yeux. Je peux faire ci, je peux faire ça, ça, je ne le fais pas. Et du moment qu'on pose sur le papier des choses simples, que l'on comprend simplement ce qu'on a sous les yeux, franchement, ça devient très compliqué. Être indiscipliné, si évidemment vous faites ça chez vous avec les indicateurs que vous voulez. Si vous marquez achat uniquement, les shorts ne sont pas autorisés. Je recherche ma souris, voilà, là. Et lorsque tout est vert, et si vous êtes short alors que tout est vert, effectivement, je vous accorde, vous êtes indiscipliné. Effectivement, je vous accorde, ce sera très compliqué de faire un trader. Il faut un minimum de discipline. Mais le plus souvent, en 90% des cas, l'indiscipline vient juste du fait que les traders ont une méthodologie qui n'est pas claire. Donc, lorsqu'on hésite, lorsqu'il y a un doute, effectivement, être indiscipliné devient nettement plus simple. Puisque je ne sais pas, en fait, je ne sais pas trop, peut-être que oui, peut-être que non. L'idée, c'est de vous créer une méthode qui vraiment ne laisse aucune place au doute. Je vais y arriver. Qui ne laisse aucune place au doute. Si je doute, moi, j'ai quand même un petit peu de métier. Si je doute, je ne fais pas. Dans le doute, je m'abstiens. Ce n'est pas. Voilà. C'est très simple. Donc, on peut devenir discipliné, franchement, assez facilement, à condition de s'en donner les moyens. Allez, nous continuons avec comment est-ce que je gère mon risque. Alors, le risque. Déjà, il faut s'interroger quel est le risque que je gère. Le risque par opération, le risque par jour, le risque une semaine, le risque par mois, le max drawdown que je m'autorise et le max drawdown que je m'autorise, ça va être le creux maximal sur une perte. Attention, si j'ai démarré à 100 et que je m'autorise un max drawdown de 10% à 90, effectivement, je suis au maximum. Si je monte à 110, 111 plutôt et que je perds, que je redescends à 100, j'ai perdu mes 10%. Donc de 111 à 100. Mon max drawdown, c'est ça. Cette notion de gestion du risque, elle est évolutive en fonction de la courbe de résultat. Ensuite, il faut aussi s'interroger par pour chaque compte. Donc, c'est ce que je disais. Pour certains, le compte de trading, ils y mettent tout ce qu'ils ont en épargne, ce qui est souvent quand même une erreur, bien évidemment. Bien évidemment.
mais pour d'autres, ça va être 10% de ce qu'ils ont en épargne, pour d'autres 20%, pour d'autres 50%, pour d'autres 100%. Donc, le risque que l'on s'autorisera doit être relatif à l'épargne que j'ai et pas uniquement au compte de trading. Bon. Ensuite, le style de trading. Évidemment, si vous êtes, là j'ai vu qu'il y avait des scalpers et des traders intraday, des day traders, évidemment, la notion de risque ne sera pas du tout la même qu'en swing trading ou qu'en investissement. Les rendements que l'on espère ne seront évidemment pas aussi du tout les mêmes. Donc, il est plus que conseillé de déterminer un risque différent pour chaque style de trading. Et évidemment, en pourcentage de son capital, puisque je vous rappelle très vite ceci qui, en principe, fait toujours du mal. Vous le voyez bien? Vous voyez bien? C'est bon? Je vais mettre là. Voilà. Comme ça. Bon. Si vous gérez mal votre capital, si vous perdez 5%, il vous faudra pour revenir à zéro 5,26%. Jusque-là, rien de très très grave, vous l'accorderez. Si vous en perdez 15, 17, 20, 25, 30, 42, 50, 100%, 75%, 300%. Autrement dit, plus vous êtes mauvais, la bourse a ceci de très humoristique, hein, je dirais, c'est un humour quand même très spécial, plus vous êtes mauvais, plus il vous faudra devenir bon pour remonter. C'est quoi la probabilité? Un enfant de 3 ans qui voit ça doit se dire tout de suite, vu que je débute, perdre ne peut pas être une option. Il faut vraiment que je serre très fort mes pertes, parce que plus je vais perdre, plus je vais creuser le capital, plus la probabilité que je remonte sera faible. Ne serait-ce que moralement, une fois que vous avez fait un moins 20, que vous devez faire un plus 25, que vous allez commencer à vous dire, donc j'ai mis 6 mois pour perdre 20, etc. Enfin, le temps est long. En fait, on se rend compte que l'on travaille pour rien. D'où la nécessité absolue pour moi, lorsqu'on débute sur les marchés ou lorsqu'on n'est pas un trader régulier, de serrer au maximum le risque. Après, il y a une autre possibilité. L'autre possibilité, c'est j'ai 100 000, je mets 10 000, je risque 10 000 parce que je sais que je dois apprendre, accélérer ma courbe d'apprentissage en posant quand même de l'argent sur la table. Donc j'y vais. Et je sais que lorsque j'aurai cramé 10 000, je n'aurai pas perdu 100% de ce que j'ai. J'aurais perdu 10% de l'argent que je voulais consacrer à la bourse. Et si j'estime que si je le crame, je peux remettre 10 000, etc. À condition, bien évidemment, que vous ne fassiez pas 10 000, puis 20 000, puis 30 000, et que vous vous réveillez à un moment en vous disant, bon, ok, je suis à moins 50, donc il faut que je fasse plus 100%. J'espère que vous comprenez ce que je raconte là. C'est vraiment crucial. Gestion du risque, gestion de son capital. Lorsqu'on est débutant ou lorsqu'on n'est pas un trader régulier, perdre ne peut pas être une option. On ne peut perdre que ce que l'on peut vraiment perdre pour se dire je peux et je dois apprendre avec ce capital, oui. Mais ensuite, ça sera trop dur moralement d'essayer de remonter. Si vous avez des questions sur le sujet, surtout, vous n'hésitez bien évidemment pas. Voilà. Sinon, le risque, là, il y a un risque dont je n'ai pas parlé et qui est un risque évidemment très important. On fait attention aux courtiers.
C'est-à-dire qu'on vérifie que son courtier soit bien agréé en Europe, soit bien agréé en France, qu'il ait toutes les autorisations, bien évidemment. Lorsque je vois que certains parlent de gestion du risque et font la promotion de courtiers situés dans des îles très exotiques avec aucune autorisation des autorités de tutelle, c'est une vaste blague là aussi, et je suis gentil quand je dis ça, je devrais dire que c'est une escroquerie. Allez, de la même manière qu'on doit se concentrer et se consacrer à la gestion du risque, j'ai tout à fait conscience d'une chose, c'est que, puisque je l'ai vécu, hein, c'est pas, voilà, je l'ai vécu, c'est que les premiers temps où lorsqu'on se fait les dents sur les marchés, c'est pas nécessairement très excitant. Ça peut même être laborieux. Ça va être d'autant plus laborieux que l'on veut vraiment tendre vers l'excellence. Ça va être d'autant plus laborieux que l'on va être sérieux. Et évidemment que si l'on joue, si c'est fun, voilà. Mais si l'on veut gérer son risque, si l'on fait vraiment les études, on étudie les cours de bourse, on recherche les stratégies, bref, si on fait tout ce qu'il faut, ben certains peut-être vont craquer avant la fin parce qu'ils vont trouver ça pas suffisamment fun. Donc, le seul moyen que j'ai trouvé, moi, à mon époque, et après je me suis rendu compte que c'est à peu près ce que font, donc voilà, j'avais juste réinventé la roue, donc rien d'extraordinaire, mais bon, le truc c'est que ça marche, donc à mon avis, il faut le faire. Le moyen, le truc c'est qu'il faut se fixer deux types d'objectifs. Le premier type d'objectif, ça va être des objectifs de court terme. Ces objectifs de court terme doivent être des objectifs précis, des objectifs de travailler plus, des objectifs que l'on peut mesurer très clairement, des objectifs de rigueur, des objectifs qui sont tout sauf fun. Mais ce sont aussi et surtout des objectifs non pas de résultats qualitatifs, c'est-à-dire qu'à aucun moment à court terme, je dois m'intéresser à mes gains, je dois m'intéresser à ne pas perdre, je dois m'intéresser à bien gérer mon risque, je dois m'intéresser à bien développer ma méthodologie, mais mon résultat global, je m'en moque. Je dois être dans le faire, je dois être dans la réalisation, je dois me concentrer sur ce que je dois faire. Et uniquement ça. Et pour réussir à se lever tous les matins en étant, donc, autrement dit, hein, concentré, discipliné, etc., effectivement, mieux vaut avoir des objectifs long terme qui, eux, vont nous faire rêver. Alors, là aussi, ces objectifs long terme qui doivent et qui vont vous faire rêver ne peuvent être que les vôtres. Peut-être que vous avez 20 ans, 60 ans, 50 ans, 30 ans, peut-être que vous êtes salarié, peut-être que vous avez arrêté le salariat pour faire trader individuel et pour vivre de votre activité. Bref, quoi qu'il en soit, moi, lorsque j'avais fait mes études supérieures, que j'avais fait trader individuel, mon objectif ultime, c'était de créer mon propre hedge fund. Voilà. Je l'ai eu fait en étant recruté, en étant le boss du hedge fund. Donc voilà, donc j'ai réalisé ce rêve, mais j'ai réalisé ce rêve en étant précis, en étant, je dirais, excusez-moi, en étant très chiant dans tout ce que j'avais à faire, très précis, très laborieux. Voilà. Donc on peut et on doit développer des objectifs pour rêver. Ces objectifs, ça pourra être donc, je veux faire X% tous les ans. Et peut-être que pour certains, c'est je veux être un investisseur calme, précis, qui va faire du 5 à 10% tous les ans pour les 15 prochaines années. C'est ce que je veux faire, mais je ne veux pas travailler plus d'une heure ou deux par semaine ou par jour pour ça. Voilà, avoir des objectifs précis qui vous font rêver, peut-être que ça peut être ça. Pour d'autres, ben, ça pourrait être je vais faire 300%. Pour d'autres,
ça pourrait être ce que j'ai fait moi. Je veux devenir gérant de fonds professionnels. Voilà. Pour d'autres, je ne sais pas, ben, je veux aller travailler dans les îles. Je veux gagner suffisamment, je suis salarié, je veux pouvoir vivre du trading, etc. J'ai eu une entreprise aujourd'hui avec des salariés, j'en ai assez parce que je veux vendre la boîte, etc., etc. Donc, avoir des objectifs de long terme, mais pour valider ces objectifs de long terme, je peux vous assurer qu'il faudra aller vers du précis, vers du court terme, et le court terme est beaucoup moins amusant. Le court terme, il y aura l'obligation de bien gérer son risque, l'obligation de ne pas se laisser déborder par ses pertes, car si on se laisse déborder avec ses pertes, on est foutu. Allez, et maintenant on va aborder le risk-reward idéal et tout ce qu'on nous raconte sur le sujet. Et on va l'aborder à l'aune du win-loss ratio, qui est évidemment la réussite. Généralement, on vous parle que du risk-reward. J'espère que tout le monde comprend ce que je dis là. Sinon, vous pouvez me poser des questions sur le sujet. Mais le risk-reward, très vite fait, c'est je risque 1 pour aller faire un gain de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6. Voilà. Et il est une légende urbaine qui voudrait que le risk-reward des traders qui gagnent régulièrement devrait être de 2. Voilà. Or ça, c'est faux. Je ne connais pas de traders qui gagnent avec un risk-reward de 2. Je n'en connais pas. Voilà. Le risk-reward, ça va dépendre du marché, ça va dépendre de la volatilité, ça va dépendre de la stratégie que j'utilise, ça va dépendre du système de trading que j'utilise, ça va dépendre de tout un tas de choses, et ça va surtout n'avoir aucune importance puisque le risk-reward seul ne signifie rien. Le risk-reward ne prend son importance que dès lors que je le mets en rapport avec le win-loss ratio, autrement dit le taux de réussite de mes opérations. Et cette histoire de risk-reward prétendument à 2 est une vaste blague puisque on la vend comme le fait que moi je gagne en bourse, même si j'ai raison moins d'une fois sur 2, je suis en gain. C'est vrai qu'avec un risk-reward de 2, si vous avez raison 45% du temps, voire un petit peu moins, vous êtes en gain. C'est vrai. Bon. Sauf que, pour moi, ceux qui disent ça oublient la réalité du trading. Ça, c'est possible pour de l'investissement. On y reviendra, mais en investissement, les risk-rewards sont largement supérieurs à 2. Et la réalité du trading, c'est que le trading doit reposer sur la confiance, car celui qui trade est un être humain. Et moi, lorsqu'on a des... Pourtant, j'ai une immense confiance, voilà, voilà, je sais d'où je viens, j'ai aucun souci. Je le vois bien. Pour bâtir la confiance des traders débutants, des traders irréguliers, si vous gagnez moins d'une fois sur 2 pour avoir un risk-reward de 2, ça veut dire que tôt ou tard, vous aurez des séries de trades en perte de 3, 4, 5, 6, 7 pertes consécutives, voire au plus. Et là, je mets au défi quelqu'un qui n'est pas en confiance de continuer à cliquer après avoir fait un alignement de 7, 8 pertes consécutives. Je n'y crois pas. Parce que c'est du vécu, parce que je le vois, et que je vois bien que dès lors que l'on est fébrile, dès lors que vous êtes en phase, vous essayez de maîtriser, de trouver de la confiance, c'est logique et normal qu'après plusieurs pertes, vous êtes fébrile et cliquer devient très compliqué. Et généralement, arrive ce qui est le pire qui peut arriver à un trader, c'est-à-dire que les bons trades, on est bien d'accord, je vous l'ai dit à l'avance, on ne le sait jamais.
Mais la réalité, c'est celle-là, puisque le marché aime bien jouer avec nos émotions. Les bons trades, vous ne les tradez pas. Les pertes, donc les trades qui vont finir avec une perte, vous les tradez. Et au final, dès lors que l'on est plus en confiance, on fait tout l'inverse de ce qu'il faut. Donc, pour moi, en trading, la confiance est clé. Et puisque la confiance est clé, on doit avoir un taux de réussite de ces opérations, là aussi, qui nous convient à nous. J'en reviens à ce que je disais avec la gestion du risque. C'est pour ça que le risk-reward, le win-loss ratio et la gestion du risque sont des notions intimement liées. C'est chacun qui va se dire, mais moi, si je gagne 6 fois sur 10, ça me va bien. D'autres voudront avoir des gains de 7 sur 10, etc. etc. Après, attention, j'en connais qui acceptent d'avoir un gain inférieur à une fois sur deux, enfin, un taux de réussite inférieur à 50%, j'insiste bien, et souvent en investissement où là, effectivement, on va avoir des gros risk-reward, c'est-à-dire que l'on peut avoir des risk-reward à 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. En trading et en day trading, c'est plus rare. Alors, une question que je vous colle et que je lis en même temps. Bonsoir Bernard, bonsoir Jean. Nous savons que les individus expérimentent des émotions qui nuisent à la bonne exécution de leur stratégie. Pourquoi ne pas se diriger vers un robot pour l'exécution de la stratégie? Quelle est la limite d'utiliser un algorithme? Merci. Excellente question. C'est une question qui fait débat. Alors, je connais plutôt bien le sujet, si je puis dire, parce qu'il y a quand même une quinzaine d'années, donc il y a très longtemps. En même temps que j'étais directeur de fonds, j'ai été consultant et pour un fonds et pour une boîte qui faisait que de l'algorithme de trading. Donc, ce qui, moi, m'a permis, j'avais des ingénieurs à ma disposition, j'avais une idée le matin en me rasant, j'envoyais un mail ou un coup de fil, je disais, tiens, ça, il faut que tu me le testes, etc. Bref, donc, j'ai pu tester sur les indices, les actions, les futurs, etc., toutes les idées que j'avais. Et les idées, je peux vous assurer, je faisais un petit brin d'humour en me rasant, mais c'est vrai que presque tous les matins, là, voilà. Bon. Donc, je connais très bien le trading algorithmique pour l'avoir pratiqué durant de très très longues années. Et lorsque j'étais à Genève, en plus sur les fonds, j'ai aussi travaillé avec des purs fonds algorithmiques. J'ai pu voir les résultats, j'ai pu voir les qualités, j'ai pu voir les défauts, j'ai pu voir le comportement, j'ai pu discuter avec de grosses équipes d'ingénieurs qui travaillaient le sujet. Donc, bref, je connais pas mal le sujet. Et je continue encore à en connaître qui le font. La réalité, c'est que la plupart des stratégies algorithmiques que je connais, il suffit de regarder aujourd'hui, essayer de trouver les fonds algorithmiques depuis 3 ans et les hedge funds algo purs, et vous allez voir les résultats. Les algorithmes ne font que reproduire, en gros, les mauvais comportements des êtres humains. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à avoir une adaptation et c'est assez étrangement, ils considèrent que la courbe de Gauss, enfin, bref, que les occurrences très rares qui, on le sait, sur les marchés financiers ont au final des fréquences beaucoup plus fortes que ce que l'on croit et ont surtout des incidences cataclysmiques sur les marchés, mais ils n'en tiennent toujours pas compte. Un des plus célèbres, ça a été le fonds
LTCM, mais là, je remonte très, très en arrière. Voilà. Donc, le but du jeu, pour moi, essentiellement, c'est ça. Et donc, je voulais ensuite vous montrer ça. Bien évidemment, ce tableau est clé. Si vous ne travaillez pas, voilà, ce tableau est clé. Alors, là, vous avez en fonction du risk-reward que vous allez choisir, en fonction des stratégies que vous allez tester et en fonction du taux de réussite que vous avez sur les stratégies, vous allez voir quand est-ce que vous passez dans le vert et quand est-ce que vous êtes en négatif. Le trading, j'insiste, ce sont des mathématiques. Le trading, ce n'est pas un jeu. Donc, si vous ne connaissez pas ce tableau par cœur avec des ratios sur lesquels vous pouvez jouer, ben, vous allez jouer. Vous allez croire que le trading est un jeu. Vous allez croire qu'il suffit de 3 chandeliers, de 3 indicateurs pour devenir en gain. Et à ce moment-là, effectivement, ben, hélas, j'aime être clair et franc, la probabilité que vous soyez un jour en gain sur les marchés est très faible. Et là, vous avez un tableau que vous pouvez reproduire, sur lequel vous pouvez vous amuser à travailler en fonction de votre distance moyenne en points, du risk reward que vous souhaitez, ou une loss ratio. Vous voyez, en fonction du nombre de trades que vous allez faire, vous voyez les gains et toutes les pertes que vous aurez. Voilà pour le sujet, voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Demandez une méthode de trading rentable. Je vous invite à aller voir justement GTAS et vous verrez aujourd'hui, je ne vous en présente pas. Après, il n'y a aucune méthode de trading rentable, sinon celle que le trader va lui-même appliquer. C'est très amusant et c'est une excellente question qui rejoint justement la limite avec les algorithmes sur laquelle je n'ai pas fini, donc je vais continuer. C'est-à-dire que je vois bien, j'ai des traders, pour ceux qui ont lu par exemple mes livres, par exemple la stratégie SHMO, qui est une stratégie très claire lorsque l'on casse une résistance ou un support avec un certain nombre de configurations très précises. Alors moi, c'est une stratégie que j'utilise depuis très longtemps, qui est très rentable. J'ai des traders pour lesquels la stratégie est rentable et j'en ai d'autres pour lesquels la stratégie elle ne l'est pas. Donc, vous pouvez donner tous les critères en fonction du trader. Soit la stratégie sera rentable, soit pas. Voilà. Lorsque j'étais à Genève, je gérais les traders, j'avais le même problème. Donc c'était amusant car j'avais des traders, je ne faisais pas travailler sur les mêmes stratégies parce qu'il y avait cette problématique-là. Voilà. Et sinon, alors c'est quoi la limite pour utiliser l'algorithme? La limite, c'est celle que je viens de dire, c'est que je trouve que les algos ne s'adaptent pas. Pour moi, les algorithmes ne sont utiles qu'en alerte. Les algorithmes ne sont utiles qu'en nous offrant un cadre précis. Voilà. Donc, les algos sont là pour nous offrir le cadre. Après, le trading discrétionnaire, pour moi, est largement supérieur. Voilà. Le jour où, donc, demain, vous arrivez avec un trader algorithmique qui vient et qui me montre des résultats qui tournent régulièrement avec des drawdowns très acceptables et qui supportent réellement les nouvelles crises que l'on connaît, je veux bien. Voilà. À ce stade, ce que je connais saute régulièrement et réinvente une nouvelle stratégie. Voilà. J'en ai terminé pour aujourd'hui. J'ai bien répondu, Jean. Ok, ça marche. Michael, je ne sais Alors, pas. Ok, ça marche. Oui, allez.
Alors, je vais juste te demander, voilà, d'afficher le site de Self-Invest pour qu'on puisse montrer où trouver ton PDF, enfin ton e-book gratuit. Donc, afficher juste la page d'accueil du site Self-Invest sur laquelle tout le monde peut aller pour retrouver donc l'e-book de Bernard et le télécharger, instantanément quelque part, hein. Vous faites la demande et vous recevez le document PDF par retour d'email, j'aurais tendance à dire. Donc, c'est extrêmement simple et rapide. Donc, on va regarder ça ensemble directement depuis la page d'accueil du J'arrive, site Self-Invest. Et je le mets. lorsque Bernard nous affichera le site, on verra comment on appelle ça. Donc, je préfère laisser la main à Bernard, voilà, plutôt que de switcher. Donc, on est sur la page d'accueil du site Self-Invest. On va descendre un tout petit peu en dessous voilà, stop, on est tout parfait. Sur la gauche, on voit la partie gratuite dans la plateforme et on voit un lien bibliothèque. C'est l'avant-avant-dernier lien. Voilà, bibliothèque. On clique sur ce lien bibliothèque et le premier e-book, donc c'est le plus récent en haut de la liste. Donc, le premier e-book, c'est la méthode GTAS. On clique sur lire. Et là, on obtient donc le détail de l'e-book avec la table des matières. Et tout en bas de la page, il y a un formulaire pour obtenir instantanément l'e-book si vous ne l'avez pas encore. Donc, vous pourrez obtenir, tu descends juste un tout petit peu la page, Bernard, s'il te plaît, pour montrer le formulaire qui se trouve en bas de la page. Voilà, recevoir le document par email, vous mettez juste nom, prénom, et à l'instant où vous faites envoyer, vous allez recevoir un email sur l'email que vous avez renseigné avec le document attaché en PDF. Ça, c'est la première chose. Ensuite, deuxième chose, on retourne sur la page d'accueil, on clique sur le logo, et là, on va cette fois-ci dans produits du store. Ça veut dire tout simplement boutique, les produits qui sont en boutique. Voilà, produits du store, c'est l'avant-avant-dernier lien, enfin l'avant-dernier, pendant lien, voilà, produits du store. Et en haut, on a un moteur de recherche. On va taper tout en haut, non, non, tout en haut de la page, tu as un moteur de recherche. Tu tapes GTAS, hein, tout simplement, GTAS, envoyer. Et là, on tombe sur les indicateurs et le pack GTAS. Donc, il y a, on va dire, un pack gratuit pour les simples indicateurs et sur le pack GTAS V3, voilà, ici on clique sur le pack et on a le détail et sur le pack GTAS V3, on a là aussi le détail du pack. Alors là, oui, il faut cliquer sur pack. Tu cliques sur le petit mot pack en dessous parce que là, c'était pour l'acheter. Là, voilà, pack ici. Et là, on a le détail du pack, de ce que ça comprend. Donc, outre les indicateurs de toute la méthode, ça comprend également, spécifié à la fin, donc les 8 heures de formation vidéo avec Bernard. Voilà tout ce que ça comprend. Donc, vous êtes déjà très nombreux à avoir les indicateurs de Bernard, enfin, à avoir ce pack et à suivre de fait la méthode de Bernard. Mais bien évidemment, si vous souhaitez l'acquérir, vous avez bien sûr cette possibilité au travers de la plateforme NanoTrader. Donc, tout d'abord, je dirais l'e-book. En second lieu, le pack GTAS. Voir le webinaire de ce soir, va se retrouver comme d'autres avant lui, donc sur la chaîne YouTube de Self-Invest. Là, pour retrouver la chaîne YouTube, c'est là aussi très simple. On fait YouTube plus Self-Invest dans son moteur de recherche. On retrouve la chaîne YouTube et on peut revoir des précédents webinaires en format vidéo. Donc, je dis bien, tout ce qui a été présenté ce soir est toujours enregistré. Donc, je n'ai pas encore interrompu l'enregistrement. Je laisse encore le mot de la fin à Bernard avant de couper cet enregistrement. Et je vous remercie pour votre attention. Alain, je te remercie évidemment pour l'invitation et je vous dis à très bientôt. Retour en septembre, je pense. Voilà, merci Bernard. Alors,